Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'uniforme porté par un tireur bar intégré au sein du 116e régiment dans la 29e division d'infanterie pendant la bataille de Normandie en juillet 1944. Avant toute chose, je souhaite remercier La Petite Musette pour son soutien. Vous pourrez retrouver le lien de leur boutique dans la description de cette vidéo. Je remercie également DG Airsoft, sponsor de cette vidéo. Vous pourrez retrouver Saturn Replics Seconde Guerre dans leur boutique. Cette vidéo m'a demandé de nombreux mois de recherche, mais malgré tout, elle n'est pas une bible qui vous épargnera l'achat de livres, de magazines spécialisés ou même de faire vos propres recherches sur internet. Et en parlant de magazines spécialisés, je vous invite à vous procurer, voire à vous abonner au magazine Militaria, qui est une de mes sources préférées pour mes vidéos. J'ai écrit un article mensuellement et vous pourrez retrouver l'article correspondant à cette vidéo dans le numéro 458 de novembre 2023. Vous pourrez retrouver l'intégralité des éléments qui composent cet uniforme sous forme de kit list dans la description avec le timing correspondant. La 29e division est créée le 18 juillet 1917, 3 mois après l'entrée en guerre des USA dans la Première Guerre mondiale. Comme les troupes venaient à la fois du Nord et du Sud dans la guerre de sécession, la division fut surnommée Blue and Grey, en référence aux tuniques bleues et aux tuniques grises. La division arrive sur le continent européen à Brest en juin 1918 et vient ensuite rejoindre la Meuse pour prendre part au combat. Pendant 21 jours au combat, la 29e division avance de 7 km, capture 2148 Allemands et neutralise 250 MG et pièces d'artillerie. 30% de la division est cependant perdue, incluant 170 officiers et 5691 soldats tués ou blessés. La division retourne en Amérique en mai 1919 et est démobilisée le 30 mai. Elle est réactivée au sein de la Garde nationale en 1921, puis participe à de nombreux entraînements durant les 20 années à venir. C'est le 3 février 1941 que la 29e division américaine est remise en service actif. Des éléments sont envoyés à Fort Meade, dans le Maryland, pour entraînement. Le 12 mars 1942, 3 mois après l'attaque de Pearl Harbor et l'entrée en guerre des USA, la division est rebaptisée 29e division d'infanterie et commence son entraînement pour un déploiement en Europe. La division, sous les ordres du général Leonard J. Rowe, est alors composée de 3 régiments d'infanterie, les 115, 116 et 117e régiments, ainsi que des unités de soutien comme le médical, le génie, l'artillerie et l'état-major. Elle est envoyée en Angleterre le 5 octobre 1942 à bord du RMS Queen Mary. Une fois chez les Anglais, la division s'installe dans la péninsule de Devon Cornwall et est affectée au 5e corps de la première armée US. En juillet, le général de division Charles Hunter Gerrard prend le commandement de la division, le général de division J. Rowe ayant pris le commandement du 5e corps. La division s'entraîne jusqu'au 6 juin 1944, date de l'opération Neptune et le débarquement en Normandie. La 29e division envoie le 116e régiment soutenir le flanc droit de la 1re division d'infanterie sur Omaha Beach, plage la plus sanglante. Le 116e régiment est le premier à toucher terre à 6h30 sous le feu nourri des Allemands et sans soutien blindé, la plupart des chars ayant coulé. Les pertes sont terribles, sans progression possible et le débarquement de 8h30 est annulé faute de place sur la plage. Le général Bradley envisage même d'annuler l'opération sur Omaha et d'évacuer les survivants. Mais vers midi, soit 5h30 après l'arrivée sur la plage, les Américains arrivent à sortir de la plage, permettant ainsi la reprise des débarquements sur les secteurs concernés. Le QG de la division débarque à la tombée de la nuit avec 60% de l'effectif total de la division et commence à organiser la poussée vers les terres. Le 7 juin, 20 000 hommes de la 1re et 29e division sont débarqués. À la fin du jour J, 2400 hommes des 2 divisions ont été blessés ou tués à Omaha Beach. La 29e division traverse la rivière L et avance ensuite difficilement vers Saint-Lô, devant traverser le bocage normand. Une bataille acharnée se passe à quelques kilomètres de l'entrée de la ville, puis dans la ville même où chaque maison est un lieu stratégique. Les Allemands utilisent l'artillerie pour appuyer leur défense et tenir la ville malgré les pertes importantes. La 29e, déjà en sous-effectif après des lourdes pertes du jour J, est encore plus affaiblie au cours des combats pour Saint-Lô. C'est avec un soutien aérien de P-47 que la division finit par s'emparer de la ville lors d'un assaut direct,
menée par la Task Force Kota, du nom du général Norman J. Kota. La Task Force C est constituée de 600 hommes et dispose de véhicules de reconnaissance M8, de différentes compagnies issues de multiples régiments, de sections anti-chars, des groupes d'observateurs d'artillerie et un peloton de reconnaissance. La 29e est engagée dans la bataille de la Vire qu'elle capture le 7 août et continue à faire face à une forte résistance alors qu'elle s'éloigne de Saint-Lô vers le sud-est. La division est déplacée en camion pour participer à l'assaut sur Brest en Bretagne qui dure du 25 août au 18 septembre 1944. Cela aboutit à la destruction totale de la ville, y compris les infrastructures portuaires qui sont donc inutilisables pour plusieurs mois. Après une courte pause pour repos et réapprovisionnement, la division participe à la bataille d'Aix-la-Chapelle en Allemagne pour soutenir la 30e division d'infanterie et maintient ses positions jusqu'à mi-novembre. Le 16 novembre, la division progresse vers la rivière Roure qu'elle atteint à la fin du mois. Elle participe à de violents combats début décembre, puis est fixée sur le front pour retrouver des troupes fraîches arrivant d'Angleterre et de France. Elle reste en réserve pendant la bataille des Ardennes, à laquelle elle ne prend pas part. Du 8 décembre 1944 au 23 février 1945, elle maintient ses positions pour se préparer à une grande offensive, l'opération Grenade. La division se lance à l'assaut à travers la Ruhr le 23 février pour atteindre Mönchengladbach le 1er mars. Elle est retirée du combat en mars et le 116e régiment d'infanterie a pu aider à réduire la poche de la Ruhr début avril. Le 19 avril, la division pousse vers l'Elbe et maintient ses positions défensives jusqu'au 4 mai où elle a pu faire le contact avec les troupes soviétiques. Après la capitulation allemande, la division s'est transformée en force d'occupation militaire dans l'enclave de Brême. Durant toute la campagne en Europe, la division a perdu 3887 hommes tués au combat, 15 541 hommes ont été blessés, 347 sont portés disparus, donc morts, et 845 ont été faits prisonniers, le tout pendant 240 jours de combat. Mais elle a pu faire 38 912 prisonniers de guerre allemands, 5 soldats ont reçu la Medal of Honor, 44 ont eu la Distinguished Service Cross, une Distinguished Service Medal a été décernée, il y a eu 854 Silver Star, 17 médailles de la Légion du Mérite, 24 médailles du soldat, 6308 Bronze Star et 176 médailles de l'air durant toute la guerre. La division elle-même a reçu 4 citations présidentielles et 4 médailles de campagne. La 29e division d'infanterie retourne aux USA en janvier 46 et est finalement démobilisée, puis désactivée le 17 janvier 1946 à Camp Kilmer dans le New Jersey. Notre soldat présenté ici est intégré au 116e régiment d'infanterie, 29e division d'infanterie. L'uniforme présenté correspond à début 1944 pour la bataille de Saint-Lô, en plein milieu de la bataille du Bocage. Notre soldat présenté ici fait partie des rares troupes survivantes du débarquement. Il y aura quelques différences avec la tenue du 6 juin, certains équipements ayant été changés ou remplacés. A savoir que cette tenue a été portée pendant une marche de 35 km organisée par l'association From Normandy to Victory en juillet 2023. Je salue cette association qui a pu m'apprendre plein d'éléments que je vous restitue ici. La chemise M37 est portée par-dessus un t-shirt ou un marcel blanc ou vert olive. Cette chemise est réalisée en drap de laine couleur moutarde, d'où son nom chemise moutarde. Elle comporte l'insigne de la division sur la manche gauche, permettant de porter la chemise seule lors des grandes chaleurs. Portées autour du cou, les dog tags sont les plaques individuelles permettant d'identifier le corps en cas de décès. Aussi, une plaque reste sur le cadavre lorsque l'autre est récupéré pour enregistrer le décès. Elles indiquent le nom du soldat, son matricule, son vaccin tétanos, son groupe sanguin et sa religion. Dans les poches de la chemise, on peut retrouver de multiples objets, tels qu'ici un livret avec des traductions de quelques notions de français. Il était distribué à tous les soldats au moment du débarquement et était bien utile pour communiquer avec la population française. Et avec, on retrouve un livret Pay Record permettant aux soldats de toucher sa solde en fonction de son grade. On a également des informations sur la personne à prévenir, l'ancienneté, ainsi que les augmentations en fonction du statut qui peut évoluer. Correspondant à la chemise précédemment présentée, le pantalon M37 dit moutarde était réalisé dans le même drap de laine. Il dispose de 2 poches sur les flancs et 2 sur l'arrière, permettant de ne transporter que du petit matériel. Certains modèles de pantalons, comme celui-ci, disposaient d'un rabat anti-gaz à l'intérieur, l'ensemble de la tenue pouvant être traité contre les gaz de combat. Ce pantalon, tout comme la chemise, était à la fois porté au combat, mais aussi pour la tenue de service et tenue de sortie. Les bretelles ne sont pas nécessaires, en revanche, il est préférable de porter une ceinture, ici du modèle troupe, pour bien maintenir le pantalon à la taille. Pour se chausser, les soldats américains ont d'abord eu des brodequins en cuir lisse, mais ils furent assez rapidement remplacés par des brodequins en cuir retourné, moins coûteux à fabriquer. Il s'agit ici d'une 3e version, un type 3, qui n'a pas de bourre à porter. Des chaussettes épaisses en laine vert olive sont portées dedans. Attention à bien choisir la taille de vos brodequins pour ne pas avoir trop vite des ampoules lors des marches.
Les lacets sont ici réalisés en coton. La semelle en caoutchouc était considérée comme du consommable par l'intendance, elle pouvait se changer plutôt que de changer la chaussure complète. Pour imperméabiliser au maximum les pieds, il fut décidé d'utiliser des guêtres, ici du modèle 1938, la toile étant moins chère à utiliser que le cuir pour avoir des chaussures montantes, comme pouvaient l'avoir les parachutistes US. Elle comporte des œillets et des crochets sur les côtés, permettant de passer un lacet qui vient fixer la guêtre au mollet. Sur le bas, une sangle vient se passer sous la chaussure pour éviter que la guêtre ne remonte le long de la jambe lorsque le soldat mettait un genou à terre. Il existe à plusieurs tailles, allant du 2R pour des mollets très minces au 5R pour des très gros mollets. Veillez à mettre vos guêtres dans le bon sens, boucle vers l'extérieur, crochet vers l'arrière. La tenue de service nécessite une coiffure spécifique. Sur le continent européen et dans le Pacifique, la coiffure réglementaire était le bonnet de police, ou garrison cap. Le calot était en effet beaucoup plus simple à transporter que la casquette, qui était portée au début de la guerre sur le continent. Le liseré est ici de couleur bleue, correspondant à l'infanterie, chaque arme ayant sa propre couleur. Un insigne émaillé spécifique pour le régiment, ou crest, pouvait être porté sur l'avant, surtout pour la tenue de sortie, mais pas forcément pour la tenue de service. Introduite en 1840 et distribuée à partir de 1841, la veste M41 Field Jacket fut proposée à toute l'armée US et fut utilisée sur tous les théâtres d'opération, que ce soit l'Afrique du Nord, le Pacifique ou l'Europe. C'est un blouson qui arrive aux hanches, avec des pattes latérales pour éventuellement mieux cintrer. Cette recommandation d'un blouson contre une veste en drap de laine pendant la Première Guerre fut formulée par le général James Parsons. Sur le bras gauche, on retrouve l'insigne divisionnaire des Blue and Grey, cousu à 1/2 pouce de la couture de l'épaule. Ce blouson est réalisé en popeline de coton olive résistant au vent et doublé d'un fin tissu de flanelle de laine. Bien qu'innovante pour l'époque, elle souffre de défauts qui ont poussé à la remplacer par la veste M43 à partir de l'automne 44. En effet, entre autres défauts, elle était fine et ses poches ne fermaient pas et était peu pratique. Le casque M1 est une évolution du casque M1917A1, lui-même distribué de 1936 à 1841. Il est réalisé en deux parties, un casque lourd fait en acier et disposant d'un jonc en aluminium sur le flanc, et un sous-casque ou liner, d'abord réalisé en carton compressé, puis en résine. La coque est à taille unique, les premiers modèles de liner également, avant que ces derniers deviennent réglables pour uniformiser les équipements et faciliter l'intendance. Le marquage spécifique de la 29e est peint à l'avant, phénomène qu'on retrouve chez certaines divisions d'infanterie. Les pattes, permettant d'attacher la jugulaire en toile, sont fixes et deviennent mobiles vers la fin de la guerre. Elle est d'ailleurs portée sous le menton, habitude qu'on retrouve surtout dans le 116e régiment d'infanterie. Habituellement, elle est portée derrière le casque ou laissée ouverte et pendante. Un filet moyenne maille est coincé entre les deux parties du casque avec de la toile de jute pour casser la forme ronde du casque et limiter au maximum ses reflets par temps mouillé. Le brelage du soldat dépend naturellement de son arme, chaque type d'arme ayant son type d'emport propre. Aussi, notre tireur barre est assez lourdement chargé, du fait de la taille des chargeurs à transporter, ainsi que leur nombre. Le ceinturon barre modèle 1937 est constitué de 3 éléments, 2 cartouchières et un petit ceinturon pour les relier entre elles. Les poches permettent de transporter 12 chargeurs de barre. Ici, un mix entre les chargeurs airsoft et des cales en bois. Des œillets dessus permettent d'accrocher le brelage et l'équipement vient se placer dessous. Sur l'avant, le First Aid Kit, qui contient un pansement et un sachet de sulfamide, est glissé dans une pochette M1924. Il doit être accessible par l'infirmier lors d'une blessure. Le kit étant pour chaque soldat, il est donc recommandé de le porter devant. Sur le flanc, une pince coupante modèle 1928 est glissée dans une housse spéciale. Ces deux éléments sont originaux. La pince servait à couper les barbelés sur le terrain, entre autres usages. Les deux parties du manche sont isolées grâce à un renfort en caoutchouc pour éviter les mauvaises surprises sur des barbelés électrifiés, donc piégés. Sur l'arrière, un havresac modèle 1928 permet de transporter le pactage du soldat. Il est encombrant et ne permet pas de transporter grand chose, hélas. Sur une patte sur le dessus du sac est accrochée une pelle M1143 pliante, inspirée du modèle allemand M37. Elle est glissée dans une housse premier modèle. Sur le dessus, une gamelle M1142 est contenue dans une housse originale. Les couverts sont stockés dans un compartiment spécial dans la housse. Dans le havresac, nous avons quelques changes, une couverture US et un imperméable. Sur le côté gauche, une gourde M1142 glissée dans un quart, lui-même installé dans une housse. La housse est une reproduction sur laquelle j'ai pu peindre au pochoir le nom du soldat. Et la gourde et le quart sont des originaux, les reproductions n'étant pas encore au niveau. La musette M6 était distribuée à toutes les troupes au sol après le débarquement pour transporter le masque anti-gaz M4. En revanche, comme les gaz n'ont pas été utilisés au combat,
nombreux sont les soldats à abandonner le masque anti-gaz pour permettre de transporter des accessoires supplémentaires qui ne passent pas nativement dans le havresac M828. Ainsi, notre soldat transporte des boîtes de rations C supplémentaires, ainsi que son nécessaire de toilette. La sacoche M6 est portée en bandoulière, et il est conseillé de glisser le passant avant sous le ceinturon pour bien fixer le sac, sous peine d'être embêté au moment de ramper. Et pour compléter l'équipement et transporter toujours plus pour être presque autonome sur le terrain, une musette General Purpose, portée elle aussi en bandoulière, de l'autre côté par rapport à la musette M6. Elle contient différentes denrées comme une ration D, soit un morceau de chocolat contenant 600 calories et permettant de compenser un repas. C'est ici une repro en impression 3D pour que ça ne fonde pas. Des boîtes de conserve de ration C sont également transportées, ici en reproduction comestible. Une grenade fumigène au phosphore est également transportée en plus, les bretelles du havresac M828 n'ayant pas d'anneau pour y glisser la cuillère. Pour nettoyer une pièce, rien ne vaut une bonne grenade à fragmentation MK2 dite ananas. Elle est ici reproduite en impression 3D, tout comme la grenade au phosphore. Pour tenir 24 heures, le soldat devait en théorie disposer de 3 rations K, une breakfast, une dinner et une supper, pour manger matin, midi et soir. Dans la pratique, les soldats avaient plutôt une ration C, une ration D et une ration K par jour. Cela prenait moins de place. La musette GP était optionnelle pour les soldats, certains préférant être plus mobiles et moins chargés. Tout dépendait finalement de la proximité des GMC et half-track pour transporter le matériel. Le Browning Automatic Rifle M918A2 est le fusil mitrailleur américain du début du XXe siècle, inspiré du Chauchat français. Une première version fut sortie en 1817, connut plusieurs évolutions avant d'arriver sur la version A2, produite de 1140 à 1145. Elle se reconnaît par la présence d'un support pour un pied sur l'arrière de la crosse en bakélite. Le bipied est modifié, non présenté ici car le modèle Airsoft est un second type, pas bon pour la Normandie. Un régulateur de tir est installé à la place du sélecteur sur le côté gauche, et plein d'autres petites améliorations. À la fin de 1844, une poignée de transport affixée sur le dessus du canon apparaît, mais cette poignée n'apparaît pas pendant la Seconde Guerre, ou vraiment à la toute fin dans le Pacifique. La hausse est également modifiée par rapport à la version 1818A1 en reprenant celle de la calibre 30. Le bar était distribué à une personne par groupe de combat, et un pourvoyeur était également là pour transporter 12 chargeurs supplémentaires. Chaque chargeur pouvait contenir 20 cartouches de 30-06, soit la même cartouche que le Garand et la calibre 30. C'est ici une réplique d'Airsoft de la marque SNT retravaillée par mes soins, et dont vous pourrez retrouver la revue complète en description de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, les tireurs barres en Normandie étaient assez lourdement chargés, l'arme faisant tout de même près de 10 kg. Le havresac pouvait être stocké dans les camions lors des phases de combat, ou carrément abandonné temporairement dans les fossés. Une demi-toile de tente pouvait également être transportée sous le rabat du havresac, pliée et glissée pour qu'elle dépasse de chaque côté, la place étant limitée. Cela permettait au passage d'imperméabiliser le contenu du sac. Le triangle spécifique pour le havresac n'a pas été utilisé par le 116e régiment en Normandie. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je vous invite, pour m'aider à être mieux référencé, à laisser un petit commentaire. Je remercie encore La Petite Musette et DG Airsoft pour leur soutien, ainsi que l'association From Normandy to Victory, dirigée brillamment par mon ami Pierre Barré, pour l'expérience qu'ils ont pu me faire vivre en juillet 2023. Et si vous voulez retrouver les consommables de cette vidéo, je vous invite à découvrir le travail de 10-in-1 Reproduction. C'est chez lui que j'ai pu acquérir les rations qui sont d'ailleurs comestibles. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut! Et il a attendu la fin de mon plan pour me le courir.